Monsieur Idri, bienvenue. Monsieur Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, bienvenue à Sciences Po. Mesdames et messieurs les membres de l'association ACAP 54, bienvenue. Et puis naturellement, mesdames et messieurs, et les chères étudiantes et chers étudiants de Sciences Po, vous connaissez les lieux, donc c'est chez vous, donc vous êtes toujours les bienvenus. Voilà, donc c'est pour dire le plaisir pour Sciences Po d'accueillir cette conférence, une conférence originale dans la logique du campus de Nancy, puisque le campus de Nancy est plus de Sciences Po Paris, est plus focalisé sur l'Union européenne et sur le partenariat franco-allemand. Mais l'Europe, ce n'est pas uniquement les questions européennes, ce n'est pas uniquement l'Union européenne, c'est aussi la question des relations de l'autre côté de la Méditerranée, avec des liens très très forts. Et donc, quand M. Idri m'a proposé, je dis que ça pourrait être intéressant, notamment pour les étudiantes et les étudiants du campus, d'avoir une présentation justement de cette histoire complexe entre l'Algérie et la France. Donc, bienvenue et merci, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup, merci encore une fois de nous accueillir et d'avoir accepté avec grand plaisir et grand engagement cette conférence. Rachid Boudegra, président de l'association de culture berbère qui organise cette conférence. Rapidement, monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation au sujet d'un thème qui n'est pas facile à traiter. Monsieur le directeur, merci de cet accueil et nous espérons en tout cas faire durer ce partenariat avec votre institution. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Comme je disais, pour un sujet qui n'est pas facile, un sujet qui est porteur de tant de passion vive. France-Algérie, l'entente impossible. On aurait pu imaginer mettre un point d'interrogation pour laisser un peu d'espoir, un peu d'ouverture, mais on le voulait aussi comme quelque chose qu'on a posé comme constat d'échec amer, d'échec entre les États notamment, de faire avancer cette question de la réconciliation entre les deux pays. Échec qu'on a du mal à nommer, échec que nous avons aussi du mal à traiter, échec aussi dans notre difficulté à parler de nos histoires et surtout de les assumer, parce que c'est comme ça que les mémoires s'apaisent. L'ACB 54, une association locale, petite, régionale. Elle s'adonne d'habitude à tout ce qui est culturel, à l'entraide, à la solidarité, au tissage des liens dans la cité, à la mise en lumière de certaines valeurs, notamment les valeurs de la République. On pourrait légitimement se poser la question de qu'est-ce que fait l'ACB dans cette histoire ? Pourquoi l'ACB traiterait un tel sujet qui est un sujet sensible, un sujet tabou? Eh bien, on le traite notamment pour deux raisons. Parce que nous sommes, premièrement, des enfants de cet espace républicain, cette nation, et en tant que telle, nous croyons en devoir de participer à tout ce qui fait une plus-value du vivre ensemble. Il y a dans chaque Français, dans chaque Française, dans chaque famille, une histoire en lien avec l'autre rive, la rive du Sud, une histoire notamment douloureuse. Nous pensons bien sûr que la cohésion dans la ville, dans cette région, passe par bien évidemment l'intégration, l'insertion, la citoyenneté, la laïcité notamment, mais nous croyons que toutes ces dimensions ne suffisent pas, notamment dans certaines situations de défiance vis-à-vis de la République, et qu'il y a urgence à traiter la question des mémoires, notamment les mémoires traumatisées, les mémoires vives, les mémoires enfouies. Deuxièmement, nous traitons de ce sujet parce que beaucoup de nos adhérents sont originaires d'une région qui s'appelle la Kabylie, qui se
se trouve en Algérie, une région qui a vécu au moins, je dis bien au moins, je ne remonterai pas à l'histoire ancienne, mais au moins un double traumatisme, deux traumatismes dans cette histoire. Un traumatisme de la politique coloniale qui s'est soldé par une guerre atroce pour toute la région. Il n'y a pas une famille kabyle sur cette parcelle de cette terre qui ne soit touchée par cette tragédie. Un traumatisme post-indépendance, puisqu'encore aujourd'hui, cette région, comme les autres régions berbères, cette région est privée de son histoire et de sa culture. Pour cette région, le traumatisme continue encore aujourd'hui, la répression continue, les morts, les blessés, les prisonniers, c'est d'actualité. C'est une histoire qui se conjugue au présent pour cette région et pour l'État algérien. Nous ne cherchons bien évidemment pas à écrire l'histoire ni à la réécrire, nous ne sommes pas des historiens. Nous ne cherchons pas qui est le bourreau et qui en est la victime. Ce n'est pas notre travail et nous ne sommes pas des juges. Nous ne cherchons pas à identifier les bons et les mauvais, qui est du bon côté, qui est du mauvais côté, qui est du bon, du bien et qui est du côté du mal. Nous ne sommes pas des agents de la morale. Nous souhaitons juste parler, échanger, débattre sans violence, en toute intelligence. Nous souhaitons lire le présent par le prisme de ce qui s'est passé au siècle dernier, de lire et de construire entre peuples, entre communautés d'intérêt, entre personnes de bonne volonté, construire un environnement ouvert à la discussion. Cette rencontre avec Monsieur l'ambassadeur s'inscrit dans cette idée d'ouvrir un débat au sujet des mémoires que nous ouvrons aujourd'hui à l'occasion du printemps berbère pour en quelque sorte signifier et poser des mots sur une situation complexe, injuste, empreinte de douleur que vivent des personnes, notamment des privations de leurs droits les plus élémentaires. Merci beaucoup de votre présence. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci pour ces mots, Rachid, cher Rachid. On est ensemble pour une petite heure, une grosse heure, selon que vous aurez beaucoup de questions. On aura un temps à la fin de dédicaces et d'échanges autour du livre de Xavier Driancourt. Et après les quelques présentations, propos que vous ferez, Xavier Driancourt, c'est là où on fera cet échange avec la salle. Vous vouliez aller plutôt à la tribune? Allez-y. Le temps que je fasse la petite présentation, donc on l'a bien compris, Xavier Driancourt est ancien ambassadeur de France à Alger, entre autres, avec d'autres postes que vous avez pu avoir, à 2 reprises, plutôt récentes, 2008-2012 sur le premier poste, 2017-2020 sur le second. Vous avez publié donc ce livre tout récent, 2022, ce livre L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, un récit pour l'histoire. D'ailleurs, on remarquera que vous avez écrit au passé ce livre, un espèce de parti pris, j'imagine, pour poser la réflexion, pour poser l'échange, mais aussi un récit contemporain, puisque cette histoire s'écrit en ce moment, au présent, avec les acteurs qui sont aujourd'hui au pouvoir en Algérie et en France. Vous nous livrez donc une analyse de ces relations France-Algérie, des pays géographiquement très proches, mais que beaucoup trouvent très éloignés, très énigmatiques et très complexes, comme Rachid le disait tout à l'heure. J'ai fait un petit test, j'ai fait un petit jeu, j'ai regardé la distance qu'il y a entre Marseille et Alger. Vous la connaissez là dans la salle? 750. Donc on est pas mal de ce côté-là. Marseille-Nancy, c'est 600 km. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup moins. Perpignan-Alger, 650 km. Perpignan-Nancy, c'est encore plus loin. Donc on est plus loin ici de Perpignan, et Alger est plus proche.
Voilà, Béjaïa 700, Marseille, Béjaïa 727. Bref, autant vous dire qu'on est quelque part à un saut de puce du sud de la France et un autre saut de puce de l'Afrique du Nord, de la Kabylie, d'Alger et de l'Algérie. Voilà. Cette complexité, elle est au cœur de ce livre, de votre analyse, où vous revenez sur ces 132 années de colonisation, de présence française en Afrique du Nord, qui reste encore une énigme. Depuis l'indépendance, les fondamentaux, je ne l'apprends à personne, du système politique n'ont pas changé. L'Algérie a connu 61 ans de dictature après cette indépendance, 61 ans de dictature plus ou moins avouée, 61 ans de régime militaire plus ou moins visible, il passe devant, derrière le rideau au fur et à mesure des années, une guerre civile, une guerre contre l'islamisme, 20 ans de règne de Bouteflika, j'ai fait le calcul, donc c'est quand même pas mal. On pourrait continuer l'énumération très très longtemps, mais c'est pas le sujet. Les relations sont complexes, basées sur un discours d'amour et de haine et d'amour selon le moment. Et on se pose donc ensemble la question de ce que vous avez écrit dans votre tribune du Figaro de janvier dernier. L'Algérie s'effondre, ça c'est un constat. Entraînera-t-elle la France avec elle dans sa chute? Voilà, c'est la question qu'on se pose et qui nous taraude de l'esprit. Voilà, c'était un petit propos introductif. Je vous laisse maintenant la parole avant les questions-réponses avec la salle. Merci. Le micro marche, oui, ça vous m'entendez. Merci Marlouf pour cette invitation. Je remercie le directeur de Sciences Po, François Laval, et puis le président de l'ACB 54, Rachid Boubebera. Et merci de votre invitation. Alors, je rassure Monsieur Laval, parce que l'Algérie, il y a aussi, je le dirai tout à l'heure, il y a aussi une question européenne et une part de l'Allemagne. Parce qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous sommes-nous, nous Français, réconciliés avec l'Allemagne, alors que nous avons eu 3 guerres, et même plus, mais 3 guerres dans le dernier siècle, et pourquoi est-ce si difficile avec l'Algérie? Alors, le titre, c'est France-Algérie, l'entente impossible. C'est comme dans le Figaro, le titre n'est pas... L'auteur ne choisit pas le titre. C'est un titre, oui. Je n'aurais pas mis l'entente impossible, j'aurais mis l'entente difficile, l'entente compliquée. Et dans le fond... c'est vous, diplomate, hein, c'est pas nous. Voilà. Mais il faut espérer que ça ne soit pas complètement impossible, et j'en viens justement au livre que j'ai écrit, donc l'énigme algérienne. Pourquoi est-ce une énigme, ce pays? Alors effectivement, j'ai été 2 fois ambassadeur à Alger, ce qui est assez rare dans la diplomatie française, d'aller 2 fois dans le même pays, d'aller 2 fois sur le lieu où on a déjà été. 2 séjours complètement différents, parce que mon premier séjour, c'était en gros tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec un Bouteflika flamboyant, j'allais dire, qui était très maître de ses décisions et du pays. Et puis le 2e séjour, c'était les dernières années, là, de 2017 à 2021, avec un Bouteflika malade, qui ne parlait plus, qui avait eu un AVC et qui finalement est tombé, puisque j'ai assisté à la chute de ce président en 2019. Alors, j'ai écrit ce livre ce ne sont pas des mémoires, parce que j'ai encore un peu de temps pour écrire mes mémoires, j'aurais plein d'autres choses à dire du reste, mais c'est juste une photographie de l'Algérie actuelle, parce que justement, l'Algérie, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est un pays très proche, géographiquement, mais un pays qu'on connaît très mal, que les Français connaissent peu. Je l'avais dit à Bouteflika, du reste, un jour, je lui avais dit, mais Monsieur le Président, les Français, ils connaissent bien la Tunisie, le Maroc, parce qu'à partir du mois d'avril, vous voyez dans les publicités
publicités dans les agences de voyage, dans le métro parisien, vous voyez des publicités pour aller 8 jours à Marrakech pour 999,90 €, petit déjeuner compris. Vous voyez des publicités pour aller un week-end à Hammamet pour 325 €. Mais je lui ai dit, je n'ai jamais vu une publicité pour 8 jours à Oran, une semaine à Gardaïa ou une semaine à Tarit, alors que vous avez le plus beau pays du Maghreb. Donc les Français connaissent peu l'Algérie pour des tas de raisons sur lesquelles je vais revenir. Donc voilà, l'Algérie reste une énigme pour nous, et j'allais dire même pour moi, après 8 ans de séjour en Algérie. Et j'ai constaté qu'il y avait très peu d'ouvrages sur l'Algérie actuelle. Il y a beaucoup de livres sur la colonisation, sur la décolonisation, sur la guerre d'indépendance, mais finalement sur l'Algérie contemporaine, il y a très peu d'ouvrages, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, je vais essayer de faire quelques constats de poser quelques questions que je me pose, que je me suis posé en écrivant ce livre. Premier constat, l'Algérie, ça reste une énigme, encore une fois, parce que nous croyons connaître ce pays, alors qu'en réalité nous le connaissons mal, et c'est un paradoxe, parce que, comme tu le rappelais, nous avons colonisé l'Algérie pendant 132 ans, et finalement nous connaissons mal le pays que nous avons colonisé. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est un pays extrêmement compliqué, c'est pour ça l'entente impossible, c'est l'entente compliquée. L'Algérie, c'est un pays compliqué. D'abord, il a un rapport avec l'histoire qui est compliqué, c'est vrai. 132 années de colonisation, 20 ans de système, il faut le rappeler, quasi soviétique, après 1962. Ensuite, une quinzaine d'années de guerre civile qui a fait 250 000 morts. Ensuite, 20 ans de Bouteflika. Donc voilà, un rapport avec l'histoire qui n'est pas apaisé. Une histoire compliquée, une complexité politique, parce que autant le régime allemand, le régime français, le régime anglais est lisible et compréhensible, autant le régime algérien, on parle du système, parce que c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, peu de gens savent qui gouverne dans ce pays. On ne parle pas de régime politique, on ne parle pas de gouvernement, on parle de système. Et je note d'ailleurs que le président de la République, dans une longue interview qu'il a fait au Monde l'année dernière, parle lui-même du système politico-militaire algérien. Donc voilà, c'est un terme mystérieux, mais ça explique que ce pays est extrêmement complexe, alors qu'il est effectivement à 800 km de Marseille. Enfin, un pays qui est très complexe pour nous, Français, et là encore c'est un paradoxe, parce que ce pays il a repris dans le fond des institutions calquées sur les institutions françaises, un président de la République élu pour 5 ans, un conseil constitutionnel, un gouvernement, deux chambres parlementaires, un conseil d'État, une cour de cassation, des walis là où nous avions des préfets et où nous avons des préfets en France. Donc c'est exactement un copier-coller du système français, du système politique français, du régime politique français. Mais encore une fois, derrière cette façade de gouvernement qui est calquée sur le régime politique français, le système, entre guillemets, algérien est beaucoup plus compliqué, et on ne sait pas qui gouverne dans ce pays. En tout cas, ce ne sont pas le décalque du système politique français qui est la réalité du pouvoir algérien. Et enfin, j'y reviendrai, un pays complexe dans sa relation avec la France, parce que les dernières années, les 61 dernières années, effectivement, sont pleines de contradictions dans la relation franco-algérienne. Donc, premier constat, un pays
effectivement une énigme, y compris pour nous autres Français. Deuxième constat que j'ai fait en termes de ces 8 ans passés en Algérie, c'est, je le dis, c'est un pays, et la presse le dit souvent, et le président Macron l'a dit également, c'est un pays qui ne va pas très bien, pour deux raisons, et je l'ai vu pendant mes 2 séjours. D'abord parce qu'il y a une transition politique qui n'en finit pas, avec un pouvoir, je le rappelais, donc, qui a été, pendant les 60 dernières années, 20 ans de système militaro-soviétique, 12 ans de guerre civile, 20 ans de Bouteflika. Donc on a l'impression que ce régime politique a du mal à atterrir et à avoir des institutions stables. Et finalement, la source de légitimité du pouvoir algérien, c'est l'histoire et le discours anti-français. Donc, voilà, c'est, je disais tout à l'heure, une relation avec l'histoire extrêmement compliquée. Et deuxième raison, je trouve que l'État va mal, mais la société algérienne va mal. Ça m'a frappé au cours de mon 2e séjour à Alger, et les gens que je recevais, les hommes et les femmes politiques que je recevais souvent en Algérie, me disaient, monsieur l'ambassadeur, les gens sont tristes en Algérie. Alger est une ville triste. J'espère ne pas vous choquer en disant cela, mais j'ai trouvé dans mon 2e séjour à Alger une société, encore une fois, une société crispée, une société fatiguée, alors fatiguée par à la fois la guerre civile qui a laissé des traces profondes, notamment dans l'organisation de la vie sociale, donc une société qui est fatiguée, déprimée par l'absence de développement économique, alors que l'Algérie est un pays riche, une société qui est coupée en deux entre les plus de 40 ans qui sont encore francophones et les moins de 40 ans qui sont souvent très peu francophones, avec une jeunesse qui est privée de lieux de vie, une société qui est fatiguée aussi par la fuite des élites durant les années 90 et 2000, encore aujourd'hui, une société qui est fatiguée par la corruption, par la contradiction entre le discours officiel et puis la réalité du pouvoir, et par conséquent, elle a construit, cette société, des régulateurs, ou des soupapes, c'est-à-dire pour survivre et pour se maintenir. En tout cas, c'est mon sentiment. Et il y a un certain nombre de régulateurs qui sont le sport, parce que le football, c'est quelque chose d'important, la violence, parce que le pays et la société sont une société violente, la religion, le marché noir, et puis le dernier régulateur du mal-être de la société, ce sont les visas. D'où l'importance des visas dans la relation franco-algérienne. Mais encore une fois, dans une société qui va mal, il y a un certain nombre de régulateurs, on s'accroche à un certain nombre de choses que sont, encore une fois, la violence, la religion, le sport et les visas. Troisième constat que je fais, alors ça, j'allais dire, c'est de la banalité, mais c'est aussi une réalité. La complexité de la relation franco-algérienne, c'est parce que l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. En d'autres termes, quand le président de la République parle de l'Ukraine ou parle des Ouïghours en Chine, c'est de la politique étrangère et exclusivement de la politique étrangère. Mais quand nous parlons de l'Algérie, c'est
de la politique étrangère, parce que c'est un État indépendant de l'autre côté de la Méditerranée, etc. Mais c'est aussi et avant tout de la politique intérieure française, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a l'histoire, il y a la proximité géographique, comme tu l'as rappelé, et puis parce qu'il y a 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie. Et 10% sur 70 millions d'habitants, c'est énorme, ça fait 7 millions de Français. Si vous mettez les pieds noirs, les harkis, les militaires français qui ont fait la guerre en Algérie, c'est-à-dire il y a eu 1,5 million de militaires français, alors beaucoup ne vivent plus aujourd'hui, mais 1,5 million de militaires entre 1954 et 1962. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé les pieds rouges, les coopérants, et puis après, il y a les différentes vagues d'émigration algérienne, les Algériens de France, les franco-algériens, donc les binationaux, et les Français d'origine, d'ascendance algérienne. Donc 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie, même l'Allemagne dont nous sommes si proches, nous n'avons pas 10% de Français qui ont un lien avec l'Allemagne. Donc l'Algérie est vraiment le seul pays avec lequel il y a une telle relation et avec lequel la relation est faite de politique étrangère et de politique intérieure. Donc il y a une imprégnation de la politique intérieure française par l'Algérie, imprégnation qui n'existe pas avec d'autres pays. Et puis la dernière raison, ça m'a vraiment frappé au cours de mes 2 séjours en Algérie, lorsque je recevais beaucoup d'hommes, de femmes politiques françaises. Il y a un certain malaise de la classe politique, gauche et droite confondues, vis-à-vis de l'Algérie. Je m'explique. Les hommes politiques de gauche ont le souvenir de la guerre d'Algérie, de la bataille d'Alger, des déclarations de François Mitterrand en 1954. L'Algérie, c'est la France, disait-il comme ministre de l'Intérieur. Des tortures, des condamnations à mort. Du reste, quand François Mitterrand était ministre de la Justice, garde des Sceaux entre 1956 et 1957. Donc, et puis ensuite, plus tard, il y a eu les déclarations du président Mitterrand au moment de la montée, de la prise de pouvoir par le fils, le Front islamique du salut. Donc la gauche, les politiques de gauche sont mal à l'aise vis-à-vis de l'Algérie parce qu'ils ont en tête tous ces souvenirs qui sont un peu des remords en quelque sorte. Et les politiques de droite ont en miroir également un malaise parallèle parce qu'il y a le souvenir du général de Gaulle, je vous ai compris, il y a le souvenir du rapatriement de 1962 des harkis et des pieds noirs. Donc voilà, il y a une droite et une gauche française qui sont, j'allais dire, qui marchent sur des œufs. Je te coupe juste un instant sur ce point-là. Je trouvais que la liste était plus longue à gauche qu'à droite. C'est un sentiment? Parce que c'est un point que tu reprends dans le livre. Non, mais je crois qu'il y a vraiment des deux côtés de l'échiquier politique, il y a un sentiment de malaise vis-à-vis de l'Algérie. Donc il y a des contradictions dans notre classe politique vis-à-vis de l'Algérie, contradictions qu'il n'y a pas avec le Maroc, ni avec la Tunisie. Et l'inverse est vrai parce que en Algérie, la France est un débat de politique intérieure. Donc c'est ça finalement toute la complexité de la relation, pas impossible, de l'entente difficile entre la France et l'Algérie, c'est que c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure en France, mais aussi en Algérie. Quatrième constat, le Irak, donc ce mouvement populaire de 2019-2020 qui a abouti à la chute de Bouteflika, a été en quelque sorte le révélateur de toutes ces tensions
et de toutes ces contradictions. Alors il a abouti à la chute de Bouteflika, il a abouti ensuite à l'élection de Abdelmadjid Tebboune comme président de la République, et il y a eu dès le départ une contradiction, là aussi un malentendu, à savoir est-ce qu'il fallait changer les hommes ou changer le système. Les manifestants voulaient changer les hommes pour changer le système, et l'armée voulait changer les hommes pour maintenir le système. Donc une contradiction dès le départ, et aujourd'hui un système politique qui est beaucoup plus pris en main par l'armée algérienne, avec les difficultés que l'on connaît et dont la presse s'est récemment fait encore l'écho. Cinquième constat, c'est, alors là on en vient au titre, c'est la difficulté des relations franco-algériennes. Je dis dans le livre que ce sont des relations de type CAC 40, c'est-à-dire il y a des périodes haussières et des périodes baissières depuis 1962. Avec l'Allemagne, il y a des relations qui sont quand même sur une ligne continue. Avec les pays européens également, il y a des crises, mais il y a un mouvement ascensionnel. Avec l'Algérie, on a des périodes haussières et des périodes baissières, des périodes de bonnes relations, et puis des périodes de crise. Alors si on les retrace rapidement, il y a eu De Gaulle, Pompidou, il n'y a rien eu, c'était après la décolonisation, après la fin de la guerre. Ensuite, il y a eu la période Giscard, où il a essayé de faire un geste vis-à-vis de l'Algérie, mais le geste a été très maladroit. Ensuite, il y a eu la période compliquée des deux mandats de François Mitterrand. Période compliquée parce qu'encore une fois, la gauche au pouvoir était marquée par ses souvenirs de la guerre d'Algérie, avec une volonté de vouloir renouer avec ce pays, mais rapidement, il y a eu des malentendus sur le prix du gaz algérien. Ensuite, il y a eu la question de la montée, de la prise de pouvoir par les islamistes, donc avec l'interruption du processus électoral en 1990, en janvier 90, avec la phrase de François Mitterrand, comme quoi il fallait que le processus électoral aille à son terme. Donc une période compliquée. Ensuite, j'allais dire la période bénie pour les Algériens, c'était la période Chirac, les deux mandats de Jacques Chirac, parce qu'il a fait plusieurs voyages en Algérie, il s'entendait bien avec Bouteflika, il avait une vraie passion, je crois, pour l'Algérie. Et puis, il y a eu là l'essai d'un traité d'amitié comme avec l'Allemagne. Donc en 2003, on est allé très loin pour rédiger un traité d'amitié comme on l'avait fait avec l'Allemagne, et puis qui a échoué parce qu'il y a eu le vote en février 2005 de la loi dite mémorielle sur la colonisation. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de la loi de 2005, à partir de l'échec du traité d'amitié, que les relations franco-algériennes, non seulement ont continué à avoir les difficultés que j'ai décrites, notamment sur les questions migratoires, les questions de visa, mais c'est à partir de ce moment-là que la question mémorielle est venue au centre de la relation franco-algérienne, la question de la mémoire, la question de la reconnaissance, la question de la repentance. C'est à partir de la loi de février 2005 qu'elle a pris vraiment toute sa place, parce qu'en Algérie, elle a fait l'objet d'un débat politique intérieur, et je me souviens de l'ancien secrétaire général du FLN, Belkhanem, qui était quand même un dur parmi les durs, et qui a été le vecteur de cette demande de repentance. Et du côté français, pareil, la question de la mémoire a été également au centre de nombreux débats. Donc, la période Chirac, dans le fond, on a
c'est mon point de vue, on a manqué une fenêtre de tir, une fenêtre d'opportunité. C'est là où on aurait pu se réconcilier et faire un geste avec l'Algérie, parce qu'encore une fois, les circonstances s'y prêtaient. Et ensuite, à partir de la fin du mandat de Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande et le président actuel, Emmanuel Macron, on est en plein dans la question de la mémoire, avec Nicolas Sarkozy qui est allé à Constantine en décembre 2007, qui a eu des mots très forts sur la colonisation, très critiques sur la colonisation. Ensuite, François Hollande, même chose devant le Parlement à Alger, et Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, avec sa fameuse phrase sur la colonisation, crime contre l'humanité. Donc voilà, on est aujourd'hui, le quinquennat d'Emmanuel Macron, que moi j'ai vécu donc, à Alger en tant qu'ambassadeur, on a eu cette fameuse déclaration de février 2017. En décembre 2017, il vient à Alger en voyage officiel. Et là, il y a une rencontre, un entretien avec Bouteflika que je raconte par le détail et qui est assez étonnant entre, face à Macron, un certain nombre de septuagénaires ou octogénaires algériens et du côté français, pour représenter, comme disait Dominique de Villepin, la vieille Europe, un président de 39 ans à l'époque. Donc, une vision très, très, très étonnante du rapport franco-algérien. Et puis après, il y a eu ces déclarations au Monde, au président Macron, en octobre 2021, l'interruption de la délivrance des visas, et puis après, il va à Alger pendant 3 jours au mois d'août, puis Madame Borne y va, et puis après, à nouveau, une crise. Donc on est vraiment dans un système, je disais, de type CAC 40. Donc voilà, des difficultés, et j'arrive à la conclusion en posant deux ou trois remarques en conclusion. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas très optimiste ni sur l'Algérie ni sur les relations franco-algériennes, parce que voilà, elles sont, encore une fois, c'est de la politique étrangère et c'est de la politique intérieure. Deuxième remarque, je crois qu'il faut, c'est mon sentiment personnel, il faut essayer de sortir de ce tête-à-tête franco-algérien, ce tête-à-tête qui est assez malsain, piégeux. Parce qu'encore une fois, nous sommes enfermés enserrés par des sujets qu'on ne maîtrise pas toujours, qui sont la question de l'immigration et la question de la mémoire. Et donc, ça occulte tout le reste. Et on ne peut pas avoir de relation banale ou normale avec l'Algérie tant que nous sommes dans ce tête-à-tête. Je pense que nous pourrions réfléchir, notre diplomatie pourrait réfléchir à un dispositif dans lequel il y aurait d'un côté ce que j'appelle les 3+3, c'est-à-dire les trois pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, parce qu'il y a aussi l'équation Maroc-Algérie qui est compliquée. Donc les 3 pays du Maghreb et les 3 pays du sud de l'Europe, Espagne, Italie, France. Et je pense que ce serait une enceinte assez originale, parce que ces pays ont les mêmes problèmes. La sécurité de la Méditerranée, les questions migratoires, les questions économiques, le Sahel et, j'allais dire, la relation bilatérale entre ces 3 pays du Maghreb et ces 3 pays du sud de l'Europe. Et ça aurait, un tel dispositif aurait l'avantage, encore une fois, de nous sortir du tête-à-tête franco-algérien et de sortir ou de briser le tête-à-tête algéro-marocain, puisqu'ils ne se parlent plus, mais dans un groupe où ils sont plusieurs, ils sont conduits, obligés à se parler.
Donc voilà, c'est juste une piste que je mentionne. Et la dernière remarque, c'est la difficulté de la relation franco-algérienne, c'est le dilemme suivant. C'est-à-dire que nous avons intérêt, nous Français, nous avons intérêt à la stabilité de l'Algérie, parce que nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'avoir à 800 km de Marseille quelque chose qui ressemblerait à la Libye. On a la Libye qui est déjà dans un état extrêmement difficile. La Tunisie va pas très bien. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un pays instable en face de Marseille. Donc nous avons intérêt à la stabilité de l'Algérie, mais la stabilité, est-ce que ça veut dire le statu quo? Et c'est ça toute la difficulté finalement de la relation franco-algérienne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous rassure, vous n'avez pas été trop long. C'était absolument passionnant. On va pouvoir passer au temps des questions-réponses. Simplement, une petite chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, la CB, dans l'organisation des conférences qu'elle mène depuis combien d'années maintenant, 30 ans sur Nancy. Donc, à la joie d'accueillir aujourd'hui Xavier Driancourt, ancien ambassadeur d'Algérie, de France en Algérie, mais on a également accueilli Ossinaïd Ahmed ici à Nancy. D'ailleurs, il avait été étudiant à Nancy. On a accueilli Farhat Meheni qui est venu plusieurs fois, Saïd Saadi, des noms qui vous parleront, Khalida Messaoudi, mais ça c'était dans sa période où elle défendait les droits des femmes. Donc après, elle a un peu changé de boutique. Gisèle Halimi également, qui est venue présenter son livre sur la Guaïna. Donc des noms importants qui font l'actualité de ces relations entre le Nord et le Sud. Et on est en tout cas vraiment très content de vous accueillir aujourd'hui pour échanger et réfléchir, comme le disait Rachid tout à l'heure, réfléchir sur les relations Nord-Sud, sur la géopolitique. Là, vous avez fait un bel exposé de géopolitique. On va prendre quelques questions dans la salle et je veux bien lancer peut-être la première question. Je vais vous chercher votre micro. Merci répondre. La première question concerne les droits de l'homme qui sont peut-être un angle mort un petit peu des relations franco-algériennes. C'est souvent un thème qui est important, qu'on ressent, qu'on ne nomme pas souvent. Vous avez eu le courage dans votre tribune dans le Figaro en janvier dernier. J'imagine que ça a dû créer quelques colères de l'autre côté de la Méditerranée. Rappelez quand même les journalistes qui sont enfermés, les militants des droits de l'homme qui sont enfermés, les journaux qui sont fermés, Liberté qui a disparu, El Watan qui est sous tutelle, ça, c'est ce que vous avez écrit sur votre article, des responsables de radio, de blogs, d'information qui ont disparu, disparu des circulations évidemment, mais qui sont en prison. Caritas, l'association de solidarité fondée en Algérie et qui faisait des actions de solidarité qui a été interdite tout simplement. Donc ces droits de l'homme, on l'oublie souvent, sont maltraités depuis longtemps et toujours maltraités. Et on a l'impression que c'est un peu l'angle mort. On parle de beaucoup de choses. Évidemment d'économie, on parle évidemment de relations internationales, on parle évidemment de personnes, de personnalités, et ces droits de l'homme qui reculent encore. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Oui, c'est un point important. Et effectivement,
on l'a vu récemment avec cette affaire Bouraoui, j'allais dire les contorsions, les difficultés du côté français à commenter ou à ne pas commenter cette affaire. Mais je dirais que même, bon, effectivement, il y a tous les cas qui ont été cités là, mais moi je l'ai vécu personnellement pendant le Irak, et j'ai bien vu les difficultés de notre position vis-à-vis de ce mouvement populaire. Et j'étais en première loge, puisque j'étais ambassadeur, donc je devais défendre la position des autorités françaises, mais je voyais bien que cette position était très difficile à définir, parce que, encore une fois, l'Algérie, c'est de la politique intérieure française, et la France en Algérie, c'est de la politique intérieure algérienne. Donc voilà, nous sommes dans un dilemme, je le disais, en conclusion. Quelques questions, peut-être quelques mains. N'hésitez pas à lever la main pour poser, monsieur, la première question. Oui, alors c'est à propos de la situation économique et des échanges économiques entre la France et l'Algérie. Est-ce que cette situation d'être toujours en politique intérieure quand on discute, est-ce que ça va pas à l'encontre des possibilités d'échanges économiques? On voit que les Chinois sont très présents en Afrique. Mais je dirais, a priori, ils disent rien par rapport à ce qui se passe dans le pays. Du coup, ils font des affaires. Et les Français, bah, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça? Je dirais, il n'y a pas vraiment de flux d'affaires. Et donc, comme si c'était tabou d'aller travailler en Algérie pour les économistes, pour les colonies françaises. Nos positions économiques déclinent en Algérie. Lors de mon premier séjour, donc début des années 2010, nous étions à peu près à 16-18% du marché algérien. En 2017, 2020, 2021, quand j'y suis retourné, nous étions à 10% seulement, dépassés par la Chine. Nous étions encore le deuxième partenaire économique de l'Algérie, mais dépassés largement par la Chine, parce que la Chine vend de la camelote, pas cher, et ne parle pas effectivement des sujets qui fâchent. Mais je ne crois pas que ce soit la raison de notre faiblesse économique. Je crois que la raison de notre faiblesse économique en Algérie, me semble-t-il, tel que je l'ai vécu, c'est nos entreprises françaises sont souvent mal organisées, pas assez pugnaces sur un marché que pourtant elles connaissent bien, sur un marché que les Algériens souhaitent en priorité travailler avec des entreprises françaises, parce que c'est la même langue, parce qu'ils ont l'habitude de travailler depuis des générations et des générations avec telle ou telle entreprise française, mais aussi parce que le commerce, l'économie en Algérie, c'est politique. Tout est politique. L'économie, c'est politique. La culture, c'est politique. Les visas, c'est politique. Le sport, c'est politique. Et quand les autorités algériennes décident de confier le métro de telle ville à une entreprise italienne ou à une entreprise allemande, d'équiper leurs navires avec du matériel allemand, d'acheter des hélicoptères italiens, ce sont des choix politiques avant tout. Donc voilà, ça fait au moins 3 raisons pour lesquelles nos perspectives économiques sont un peu déclinantes. La question que je me pose, et peut-être qu'en tant qu'ambassadeur, vous avez pu constater ça, est-ce que, dans tout ce que vous avez dit, est-ce que ça concerne surtout le pouvoir ? Est-ce que tout ce que vous avez dit, ça concerne surtout la position du pouvoir, ou est-ce qu'il y a un écart très grand entre ce que vont penser les Algériens, la société civile, dans le rapport à la France? Est-ce que vous constatez un grand écart, ou au contraire, un consensus peut-être sur ce point-là? Y a-t-il un hiatus entre le peuple et les dirigeants? C'est pas aussi simple, pas aussi binaire comme réponse. C'est vrai qu'il y a un hiatus entre l'expression telle qu'on peut l'entendre d'une bonne partie de la population, je ne dis pas de toute la population, mais d'une bonne partie de la population algérienne vis-à-vis de la France. Mais il faut voir aussi que dans ce pays, les jeunes
Algériens, depuis la maternelle, on leur met dans le crâne que la France est l'odieux colonisateur, qu'il y a eu 132 années de colonisation, il y a eu les massacres de Sétif, il y a eu les tortures pendant la bataille d'Alger, etc. Donc là, forcément, la vision négative existe. Mais, en parallèle, chaque Algérien a de la famille en France, un oncle, une sœur, un cousin, et donc voilà, il y a une relation qui est extrêmement compliquée aussi du côté algérien. Je veux dire que moi, en tant qu'ambassadeur et en tant que particulier, je n'ai jamais été mal accueilli en Algérie, et j'ai toujours apprécié la gentillesse, la bonhomie, vraiment le côté très affectif de la population algérienne. C'est dans ma carrière qui a été assez longue, c'est le seul pays où j'ai gardé de vrais amis. Donc voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est pour ça que ce pays, c'est une énigme. On va continuer les questions. Monsieur relève la main, mais comme vous avez déjà posé une question, on va passer votre tour. Il y a une question à Aski sur la droite. J'en profite pour en poser une, si tu me le permets, juste une petite seconde. Je trouvais dans le livre qu'il y avait un angle mort, peut-être, ou une question... Un deuxième angle mort, oui c'est vrai, j'en ai trouvé déjà un, qui est la question kabyle. C'est pas un sujet qui est abordé. Alors, il est abordé au moment des centres culturels, donc c'est peut-être l'occasion de l'aborder un petit peu en détail. Ce fameux centre culturel Institut français, hein, qui s'appelle maintenant, qui sont présents en Algérie, mais celui de Tizi Ouzou n'existe pas, n'a pas pu réouvrir, et c'était une des grandes batailles de pouvoir réussir à l'ouvrir, et pour l'instant, bataille perdue. Oui, je n'ai pas abordé dans le détail la question kabyle, parce que ce n'était pas l'objet du livre. Encore une fois, c'est une photographie de l'Algérie contemporaine, mais c'est vrai que c'est un sujet très compliqué pour le gouvernement algérien, la question kabyle, et pour un ambassadeur de France, c'est un sujet encore plus compliqué. Mon prédécesseur s'était fait rappeler à l'ordre parce qu'il avait eu le malheur de dire que il avait cité un chiffre, la plupart des étudiants algériens qui venaient faire leurs études en France étaient des Kabyles. Et donc, on lui était tombé dessus, évidemment. On l'avait convoqué au ministère des Affaires étrangères pour lui dire, monsieur l'ambassadeur, ça ne se dit pas. Les Kabyles ne sont qu'une minorité. Alors c'est vrai, je n'ai pas parlé de la question kabyle, mais voilà, c'est un sujet... voilà, pour le deuxième tour. J'ai eu l'opportunité donc d'animer la commission internationale de mon club Rotary, et nous sommes jumelés avec le club d'Alger-la-Blanche, donc qui a le même âge que notre club, donc 25 ans. Et donc, on se rend compte que c'est quand même difficile de faire vivre la relation entre nos deux clubs. Enfin, il y a très peu de clubs Rotary qui sont jumelés de cette façon. J'ai eu l'opportunité d'aller quand même en Algérie en 2008 et de trouver les paysages magnifiques. On a pu aller se balader dans le désert, c'était formidable. Et donc, on espère cette année pouvoir y retourner. Qu'est-ce que vous pensez des possibilités de développer le tourisme? Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est un pays qui est formidable, qui a des côtes absolument exceptionnelles. Il y a des hôtels qui sont tout à fait acceptables aussi. On était très bien logés en 2008, on a un très bon souvenir. Et pourquoi, qu'est-ce qui empêche, justement avec cette jeunesse qu'on vient d'évoquer, de développer le tourisme? Les jeunes, ça les intéresse aussi de faire des voyages. Est-ce que c'est pas une carte? Il faut essayer de positiver sur ce qui peut marcher, plutôt que de toujours ressasser les problèmes du passé. Oui, le tourisme, vous avez raison, c'est gigantesque. Il y a les plus beaux paysages en Algérie, c'est le plus beau pays du Maghreb. Mais il y a plusieurs obstacles. Je racontais tout à l'heure cette anecdote que je citais au président Bouteflika. Mais je crois que quand même il y a la question des infrastructures touristiques, hôtelières, aéroportuaires qui est très importante. Le Maroc a pris une longueur d'avance dans ce domaine.
il y a l'idée que le tourisme aussi, ça apporte beaucoup de mots, MAUX. Regardez le Maroc, vous avez de la drogue, vous avez de la pédophilie, vous avez de la prostitution. Donc il y a un peu cette idée qui existe quelque part. Et puis, il y a le fait qu'il y a du pétrole. Donc tant que vous ouvrez le robinet, vous avez du pétrole, pourquoi vous fatiguez à faire du tourisme? Le Maroc n'a pas de pétrole et a développé une industrie touristique. Alors cela dit, en Algérie, je pense qu'il y aurait un tourisme de niche à créer. D'abord, le tourisme mémoriel, qui est important, mais si vous avez beaucoup de pieds noirs qui viennent en Algérie, qui veulent revoir un certain nombre de villes, vous avez Saint-Augustin, vous avez Beaune, vous avez les ruines romaines qui sont magnifiques. C'est le seul pays où vous pouvez visiter des ruines romaines sans qu'il y ait des quarts de touristes japonais ou russes quand il y en avait, ou chinois, et vous êtes seul au milieu de ruines romaines. Donc vous avez un tourisme authentique. Et puis vous avez le tourisme du désert. Vous avez des gens qui pourraient aller dans le désert pendant 3-4 jours pour marcher, pour réfléchir, pour prier, pour penser. Et puis après, vous leur proposez 3 jours pour se remettre en forme dans un hôtel de luxe au bord de la mer. Il y aurait des formules inventées. Mais je crois que, voilà, tant qu'il y a du pétrole, il y a du pétrole. Dans cette histoire, moi je voulais vous poser la question, vous parlez de l'Algérie comme énigme. Et effectivement, le récit est une manière d'aller au-delà de l'énigme, c'est ce que vous avez fait avec votre livre. Je me demandais si, en tant qu'ancien ambassadeur, je ne sais pas si vous êtes encore en exercice aujourd'hui, mais quelle était la limite de votre devoir de réserve dans justement ce récit, si vous aviez peut-être des moments à nous partager sur des dilemmes, qu'est-ce que je peux révéler dans mes descriptions, notamment dans ce rapport au pouvoir ou de cette Algérie que vous avez côtoyée. Donc, voilà, merci. C'est très simple. Donc j'ai quitté l'administration active. Je suis à la retraite, comme on dit. Donc j'ai écrit ce livre et je ne me suis pas censuré ni auto-censuré. D'ailleurs, le livre a été édité en Algérie, à Tizi Ouzou. Donc il y a une édition algérienne du livre. Vous voyez que je n'ai pas été censuré non plus en Algérie, mais alors, beaucoup de gens, notamment d'anciens ministres, premiers ministres français, beaucoup d'Algériens m'ont félicité pour avoir écrit de manière très libre et de ne pas m'être censuré, justement. Alors que j'aurais pu me contenter de dire des banalités ou des généralités polies et aimables. Mais cela dit, évidemment, il y a certaines choses que je n'ai pas voulu les raconter parce que ça mettait en cause des personnes. Donc voilà, le livre est quand même globalement une sorte de critique du système politique, mais je ne critique aucune personne. Bonjour à tous, Sonia Sadoun. Je voulais remercier tout le monde pour tous les gens qui sont investis dans l'organisation de cette conférence, parce que ce titre-là, il y a encore quelques années, je vous assure que c'était impossible de le mettre, surtout sans point d'interrogation, parce que en tant que femme franco-algérienne, dit-on, actuellement, voilà, enfin, née en France, de parents algériens, prendre la parole sur ce sujet-là, ici, en faisant ce que vient de faire notre intervenant, c'est-à-dire de faire un diagnostic sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, et ben, ça aurait été encore impossible, c'est-à-dire de l'ordre du tabou. Je serais un peu traitée de collaboratrice, et en gros de permettre l'ingérence du pays étranger. C'est l'argument, on va dire, quotidien que nous sert le système pour ne pas permettre de partager le diagnostic de ce qui se passe en Algérie. Ma question, elle est la suivante, elle est sur l'environnement. Alors je ne sais pas si lors de votre dernier séjour du coup en Algérie vous avez pu le constater, on est en train de détruire complètement tout le bord de mer
au niveau d'Alger, jusqu'à Sidi Ferruch, avec ces 3 énormes tours du Golfe, qui sont scandaleuses, oui. Enfin, je trouve que ces 3 tours sont vraiment l'image de ce qu'on ne devait pas faire. La France l'a fait, et la France l'a compris trop tard. Punaise, essayons quand même de comprendre par les erreurs des autres, quoi. Alors, je parle de ça, et puis, allez, je dis qu'il n'y aurait pas de tabou. Je pourrais parler des bouteilles sur le bord de la route, etc., etc. Donc, la question de l'environnement, la question de la gestion des eaux, la gestion des détritus, sont des vraies questions, et nous disposons, au niveau des collectivités, en France, d'aides possibles. Or, dès lors qu'on démarre un projet ou quelque chose pour aider l'Algérie, la réponse est la même, nous n'avons besoin de rien, nous allons très bien. Donc, alors que le diagnostic, moi je le dis devant tout le monde, je suis désolée, il y a un souci environnemental majeur en Algérie, et c'est vrai qu'on évoque le tourisme, mais allez-y maintenant, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Allez-y, allez la voir, elle est fantastique, elle vous tire les larmes. 2 questions qui portent à propos du système algérien. La première, pour rebondir à propos du tourisme, enfin, je voudrais savoir, si vous ne savez pas, s'il n'y aurait pas peut-être aussi une volonté du système algérien de ne pas développer ce tourisme-là parce qu'on ne veut pas que les étrangers voient ce qui se passe en Algérie. L'Algérie doit rester aux Algériens et ce qui se passe là-bas, on doit rester là-bas et se désir de ne pas s'ouvrir à l'étranger. Et ensuite, la deuxième question sur la culture et c'est à propos de la langue. On a vu le choix durant les dernières années de se tourner un peu plus vers la langue anglaise et surtout auprès des jeunes générations. Et je voudrais savoir si cette différence qu'il va y avoir, une différence générationnelle dans les années à venir, est-ce que vous pensez qu'elle va permettre d'avoir une discussion différente, une autre perspective entre le colonisateur et le colonisé à travers une langue différente qui a aussi un impact, parce qu'il y a un impact de la langue important, ou si ça va plutôt causer un éloignement de la France et de l'Algérie et laisser une fracture qui sera indélébile. Voilà, merci. Et voilà, je crois qu'il y a un concept qui est oublié dans l'histoire, c'est la violence. Dans l'histoire entre l'Algérie et la France. Je ne veux pas parler de la guerre d'Algérie, mais toute l'histoire de la colonisation en Algérie, c'était de la violence. Pourquoi? Parce que la colonisation se faisait sous la forme d'un peuplement. Donc on déracine un peuple pour remettre un autre à la place. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est faite. Et beaucoup de violence, à chaque fois il y a eu des révoltes. Hein. On voit très bien ce que c'était le Mokrani, ce que c'était aussi Mama, enfin ce que c'était toutes les tribus qui se révoltaient, étaient, voilà, comme disait Bugeaud à l'époque, chassez-les, même s'ils sont à l'intérieur des grottes, et brûlez-les pour des renards. Bon, donc il y a cette partie-là, mais moi je suis beaucoup plus positif. Je dirais que si la réconciliation entre l'Allemagne et la France s'est faite de manière heureuse, c'est que pour l'Algérie et pour la France, il faut des films, il faut des romans, il faut de l'histoire, il faut de la romance, il faut de la poésie, il faut que les deux peuples puissent échanger. C'est le seul moyen. Moi, je n'attends strictement rien du gouvernement algérien pour me mettre sur le sillage de la liberté, etc. Je crois beaucoup plus à des forces intérieures. Moi, je suis un de mes professeurs d'histoire du lycée Jeanne d'Arc. On essaye de monter un film avec des élèves qui se posent de vraies questions sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc il y a une entente à la base, c'est-à-dire qu'à la base on a envie de faire de la création, du travail, et pour mieux s'entendre, mieux se faire comprendre. Heureusement, je vous remercie, l'Institut français m'a aidé pour faire le départ de ce film, mais de l'autre côté, je ne peux pas parler de l'Algérie qui m'aiderait à faire un film sur l'histoire. Voilà, je m'arrête là. Merci. Un mot sur les trois sujets abordés. Oui, la question de l'environnement, oui, vous avez raison. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. J'évoquais souvent la question de l'enlèvement des ordures. C'est peut-être moins d'actualité ces jours-ci en France, mais voilà. Mais c'est un vrai sujet. Mais la réponse algérienne est celle que vous évoquez. Regardez la question de la gestion de l'eau à Alger.
c'était Seal et le groupe Suez qui géraient l'eau à Alger, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'économie c'est avant tout politique. On a enlevé la gestion de l'eau au groupe Suez et à Seal. Et on l'a confié, je ne sais pas à qui maintenant, ça s'est fait après mon départ. Mais... Donc voilà. Et je crois que beaucoup de gens regrettent que Seal et Suez ne gèrent plus l'eau à Alger. Même chose pour les ordures ménagères, etc. Et cela étant, il y a beaucoup d'expertise, vous l'avez dit, du côté français. Il y a plus de 800 jumelages entre toutes les villes, Grenoble et Constantine, Nancy, je ne sais pas avec qui c'est jumelé. La semaine prochaine, je vais à Laval pour un jumelage avec Soucaras. Voilà, il y a énormément de jumelages. Et donc, il y a beaucoup de collectivités françaises qui, en plus, ont souvent, parmi leurs élus aux conseils municipaux, des binationaux qui ont un lien avec telle ou telle ville. Donc là aussi, je réponds à tout à l'heure monsieur qui m'avait interpellé là-dessus, je crois que c'est un facteur positif pour l'avenir. Sur le tourisme et l'anglais, oui, vous avez entièrement raison. Alors je suis très perturbé par cela. Très perturbé, parce que là aussi, comme je vous le disais, la langue française, c'est de la politique. Donc, c'est pas innocent si du jour au lendemain, les autorités algériennes décident que les enseignes publicitaires seront en anglais. Personne ne le respecte, mais enfin, c'est une décision qui est prise. Si on décide que, comme l'a fait le ministre des universités, que la correspondance interne aux universités devra se faire du jour au lendemain en anglais et non plus en français. Si on décide que lorsque le président de la République française vient à Alger, on lui met un panneau President of the French Republic, la langue française, c'est de la politique. Et donc, voilà, ça, dans le secteur touristique, on trouve rapidement cette donnée. Je dis également que le français, c'est la langue du colonisateur, l'arabe, c'est la langue du pays, mais l'anglais, c'est la langue universelle aujourd'hui, la langue de l'Internet, et puis il y a une alliance un petit peu sournoise entre les militaires, les islamistes et les Américains pour bouter le français hors d'Algérie. C'est un paradoxe. Les militaires et les islamistes qui se sont combattus pendant la guerre civile ont une volonté commune de limiter l'influence de la France et l'influence de la langue française, parce que ça permet l'accès aussi à une certaine contestation intellectuelle, à une certaine littérature, etc. Donc voilà, l'anglais c'est très ambigu, c'est politique là aussi. Et puis oui, la violence et la colonisation, l'histoire de l'Algérie est une histoire violente. J'ai toujours été particulièrement très choqué par le fait que en France, dans les écoles, dans les universités, en tout cas à ma génération, on n'a jamais parlé des massacres de Sétif, qui sont le vrai départ de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance. Mais les massacres de Sétif, je les ai découverts très tardivement. C'est un sujet tabou du côté français. Ce sont été des massacres horribles, épouvantables, qui ont été, encore une fois, le vrai début de la guerre d'indépendance, mais on n'en parle pas en France. Donc voilà, l'histoire de l'Algérie, c'est une histoire de violence, vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
questions. Je veux bien, madame a une question. Je veux bien, en attendant de donner le micro à madame, reposer ma question des centres culturels, puisqu'on parlait de culture, puisqu'on se dit que l'édification des populations, c'est la culture. Sur les centres culturels, nous avons 5 centres, je vais raconter une anecdote, nous avons 5 centres culturels en Algérie, Alger, Oran, Annaba, Constantine et Tlemcen. Ce sont des havres de culture et de liberté. Je raconte cette scène dans le livre. En octobre 2017, il y avait les inscriptions à Campus France pour venir faire des études en France. Il y a eu une panne informatique du système d'inscription. Cette panne informatique s'est produite un dimanche, jour de travail en Algérie, mais jour férié en France. Donc on n'a pas pu faire réparer tout de suite le système informatique. Le résultat, c'est qu'il y a eu 3000, 4000 étudiants algériens qui ont pris d'assaut, véritablement, le centre culturel, l'Institut français d'Alger, pour venir s'inscrire matériellement, parce qu'ils ont eu peur de ne pas être inscrits à Campus France, mais ils ont véritablement pris d'assaut le centre culturel, au point qu'on a dû faire venir les gendarmes français de l'ambassade pour protéger le centre culturel. Et le lendemain, c'était le 1er novembre, jour de la fête nationale algérienne, je rencontre le secrétaire général du FLN, M. Oudabès, qui est aujourd'hui, je crois, en prison, qui a été ministre de la Santé après, et il m'interpelle en me disant « Ces étudiants qui prennent d'assaut le centre culturel français, ce sont les nouveaux harkis. » Donc, vous voyez, la culture, c'est politique également. Mais beaucoup de ces dirigeants avaient envie que leurs enfants puissent accéder à Campus France. Ça s'enchaîne bien avec ce que vous venez de dire, puisque tout à l'heure vous avez parlé des étudiants algériens qui viennent faire des études en France, et que c'était, enfin, pour moi, c'est, je pense aussi un espoir de ce côté-là, puisque je peux témoigner d'une expérience d'environ 20 ans, d'un master dans la métallurgie, où nous formons, et effectivement, dans les promotions, nous avons toujours une forte proportion d'étudiants algériens, et je peux dire, sur 20 ans, je dirais, je n'ai jamais eu de problème, ni pour que les étudiants puissent trouver des stages dans des entreprises françaises. Certains même se font embaucher, d'autres repartent effectivement en Algérie et font effectivement des carrières intéressantes. Et ça donne justement aussi l'occasion à cette communauté d'étudiants, donc il y a également des Français, des Algériens et d'autres nationalités, de mieux se connaître et forcément de mieux se respecter. Et je dirais, voilà, je voulais juste donner cette petite note de dire que, voilà, une expérience de 20 ans que moi je estime complètement positive et j'ai vraiment envie que ça se poursuive. Et la limitation qu'on va avoir, effectivement, c'est les visas. Parce que si effectivement, à un moment donné, on bloque les visas, là, effectivement, je pense que c'est vraiment dommage. Parce que je pense qu'il faut vraiment continuer à faire ça. C'est à petite échelle, mais je pense que ça participe de ce que l'on peut faire. Moi, je suis assez intéressé par la question de l'éducation. L'éducation de la population, l'éducation des enfants, l'éducation scolaire, l'éducation de l'enseignement professionnel. Et je voulais savoir de la place que vous avez occupée en tant qu'ambassadeur au regard des standards internationaux. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'éducation des enfants, des filles et garçons algériennes, de l'école primaire, du collège, de l'université? Il y a le système éducatif algérien qui est ce qu'il est. Il y a beaucoup d'écoles privées qui se sont développées en marge du système éducatif algérien, en marge de manière illégale. Et il y a le lycée français d'Alger, qui est pris d'assaut, lui aussi, par beaucoup de personnes. Donc il y a 3 classes. Il y a la première classe, la classe affaires, et puis la classe éco. Donc, voilà, nous avons un lycée français en Algérie qui forme beaucoup de gens qui veulent après venir faire leurs études en France.
Nous en avons 42 au Maroc. Vous avez la réponse. Voilà. Merci. Parce que l'éducation, c'est politique, encore une fois. Vous avez parlé tout à l'heure de mouvement boursier. J'aime ce concept. La question, c'est de savoir, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, peut-être que je n'ai pas été très attentif, mais est-ce que les enjeux électoraux, voire électoralistes, ne contribuent pas à ce que cette entente devienne impossible? Elle contribue à créer des mouvements haussiers et baissiers qui seraient calqués un peu sur les échéances électorales. Électorales en France? En France, et de part et d'autre, hein, en réalité. Oui, parfaitement, parce que je disais tout à l'heure, la complexité, la difficulté de la relation franco-algérienne, c'est que c'est de la politique intérieure française. Vous avez 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie, et ça fait 10% d'électeurs. Et dans ces 10%, ça compte énormément. Vous avez des électeurs qui votent plutôt à droite ou à la droite extrême, et vous avez des électeurs qui votent plutôt à gauche ou à la gauche extrême, et puis d'autres qui votent voilà, au milieu. Donc c'est un enjeu, oui, c'est un enjeu. Et c'est pour ça que le président Sarkozy, quand il est allé faire sa déclaration à Constantine en décembre 2017, le lendemain, il est allé à Perpignan faire une déclaration devant les harkis. Le président Hollande, même chose. Le président Macron, même chose. Il faut toujours faire le grand écart en même temps. Merci infiniment, cher Xavier, pour ces mots et ce temps partagé avec nous. Faire œuvre d'histoire comme on le fait un petit peu aujourd'hui, c'est pas se repentir, c'est pas présenter des excuses. On sait qu'il n'y a plus de liberté d'expression de l'autre côté de la Méditerranée. C'est très très compliqué, donc cette expression, on l'a... De la langue de bois. Non, pas de langue de bois. C'était le deal ensemble et le deal a été... Catherine May. Voilà. Ça a été relevé. Merci pour cette expression très très libre. Merci infiniment pour votre présence et